Bonjour à tous. Donc, je vais aborder ici deux thématiques qui sont des thématiques relativement importantes sur l'année 2011, qui le seront certainement 2012 également, qui sont les tendances sur la fraude aux moyens de paiement et les menaces sur la mobilité qui sont grandissantes et qui concrétisent pas mal de prédictions qui ont pu être édictées ici et là. Pour commencer sur les tendances en matière de fraude aux moyens de paiement, d'abord un constat quantitatif, les fuites d'informations personnelles et parmi elles les fuites d'informations bancaires type numéro de carte bancaire continuent à augmenter après une accalmie relative pendant environ 2 ans. Le problème cette année, c'est que les années précédentes, on pouvait toujours se dire « oui, mais là, il y a eu un gros événement qui a contribué à fausser un peu les statistiques, il y a eu TJX, il y a eu Heartland, il y a eu Card System », et chaque année, finalement, on pouvait se réfugier derrière le fait qu'il y a eu un gros incident qui a fait monter les statistiques. Cette année, ce n'est pas le cas. Cette année, on est face à une diffusion beaucoup moins concentrée de cette fuite d'informations, avec, dans le top 20 de tous les temps, 8 incidents qui ont eu lieu en 2011. Donc c'est quand même pas rien. Alors tous ces incidents n'ont pas forcément concerné toujours des cartes bancaires. Il y en a pas mal qui ont concerné des cartes bancaires. Certaines de ces cartes bancaires étaient chiffrées, d'autres pas. Il faut faire le détail. Maintenant, quand on voit le nombre de données personnelles qui fuient dans la nature à la suite de ça, derrière, c'est souvent exploité au marché noir pour du vol d'informations et de usurpation d'identité. Alors sur le front du skimming, quelques innovations qui ont pu être identifiées en 2011, aux États-Unis notamment. Un kit a été retrouvé dans la nature, qui est un kit de skimming un petit peu novateur par rapport à ce qui avait déjà été vu. Alors le skimming, c'est une technique qui permet de voler des cartes bancaires directement sur les distributeurs de billets, en plaçant un petit dispositif d'interception au niveau de l'endroit, le slot où on va mettre la carte. Ce dispositif va scanner la piste magnétique de la carte. Donc ça fait des années que ça existe et que la police lutte contre ce phénomène. Ça fait appel à la fois à de l'électronique d'assez haut niveau et des connaissances en conception de dispositifs en plastique. Et là, sur 2011, justement, on a face à nous des kits de skimming qui sont à la fois au top de l'électronique, mais ça c'était déjà le cas, mais surtout qui sont conçus à partir d'imprimantes 3D, qui sont des imprimantes industrielles pour la production d'outils en plastique de très haute gamme, donc une imprimante là qui va vraiment être un dispositif qui va permettre la conception d'un kit de skimming quasiment invisible à l'œil nu, impossible de faire la différence si on n'est pas un pro de la question. Et sur la deuxième photo qu'on peut voir ici, vous avez un petit trou qui ressemble à un trou d'aiguille. C'est pas un défaut du tout de ce kit de skimming, c'est simplement l'endroit où se situe la caméra vidéo qui va enregistrer la frappe du code PIN au clavier. Donc pour dire vraiment le niveau de sophistication. On n'est pas sur des outils grossiers, on est vraiment sur des outils très discrets qui ressemblent à l'original. Alors le trafic de cartes bancaires, je pense que parmi nous, il y a des sociétés bancaires dans la salle qui pourront également constater que le trafic a augmenté, et notamment sur la France. Alors, il y a plusieurs causes à cette augmentation. C'est pas uniquement lié aux fuites d'informations qui augmentent, c'est aussi lié à la structuration de la cybercriminalité et la structuration du marché noir. Il y a une tendance de fond qu'on peut voir vraiment depuis l'année dernière, c'est l'industrialisation de la vente de cartes bancaires sur Internet. Et cette industrialisation, ça passe par un changement dans les procédés de négociation au marché noir de cartes bancaires. Traditionnellement, ça passait par une négociation de pair à pair, où vous avez des pirates qui vont communiquer vraiment de proche en proche, l'un annonçant qu'il a des cartes bancaires à vendre, et l'autre prenant contact avec lui pour négocier les prix, et puis ensuite essayer d'établir une transaction. C'était vraiment une transaction de proche à proche, donc plutôt entre initiés, entre gens qui savaient prendre contact sur des réseaux noirs, et ça marchait de manière vraiment artisanale, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on est sur un mode de vente de cartes bancaires qui devient de plus en plus industrialisé et de plus en plus en mode mass market. C'est-à-dire que les pirates n'ont plus envie, entre guillemets, de se prendre la tête avec de la négociation à chaque fois qu'ils vendent des cartes bancaires. Ils mettent en place un site web qui est une boutique en ligne sur laquelle on retrouve des cartes bancaires qui sont volées. Alors on peut les trier par différents critères. On peut les trier par banque à laquelle elles appartiennent, on peut les trier par pays, etc., etc. Et ensuite, on clique, on sélectionne les cartes, check-out, on paye en ligne et on récupère ensuite une archive qui contient les cartes bancaires volées. Là, ça permet aux pirates de s'abstraire complètement des processus de négociation qui peuvent être longs, qui peuvent éventuellement être risqués pour lui, et ça lui permet de vendre beaucoup plus sans aucune interaction de sa part.
C'est un phénomène qui est un petit peu inquiétant parce que ça veut dire que là, on est véritablement face à une cybercriminalité de masse et plus tellement à une cybercriminalité sous le manteau qui essaie de rester sous le radar. Un exemple qui concerne la France, là j'ai repris un exemple qui avait été publiquement mentionné par le CERT-XMCO, qui a écrit un article sur le sujet. Un pirate sur un forum qui annonce avoir une base de données de 50 000 cartes bancaires à vendre en France et qui redirige ensuite ses acheteurs potentiels vers une place de marché en ligne sur laquelle il est possible simplement de voir quelles sont les cartes bancaires qui ont été volées avec un niveau d'information qui permet de s'assurer qu'on est en train d'acheter une marchandise relativement fiable. Avec un moteur de recherche ensuite qui permet de trier les cartes bancaires par préfixe, c'est-à-dire par code bancaire, code d'établissement bancaire, et qui permet de faire des recherches au plus près du besoin pour le pirate. Alors ça, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que des sites comme ceux-là, il en existe plus d'une centaine qui sont en ligne à un instant donné. A mentionné également que des annonces de vente de cartes bancaires concernant la France, c'est quelque chose qui existe en permanence sur Internet. On en recense aujourd'hui plusieurs centaines sur 2011 qui ont été publiées sur des forums. Alors, la fraude aux moyens de paiement, c'est également l'innovation dans ce domaine, c'est également l'innovation dans les moyens de collecte pour les pirates. Et un moyen de collecte important d'identifiant de paiement, c'est notamment les malwares. On a vu des innovations très importantes dans certaines familles de malware en 2011, notamment TDL4, qui est aussi connu sous le nom d'Alureon, selon les éditeurs antivirus. Il s'agit d'un virus qui a été très médiatisé suite à une annonce de Kaspersky en milieu d'année dernière, qui a baptisé ce virus comme étant le virus indestructible. Alors au-delà de cet effet d'annonce, il y a une certaine réalité, c'est que c'est un virus extrêmement difficile à éradiquer, qui passe sous le radar de beaucoup de contre-mesures et qui s'incruste durablement dans le système. Il possède un système de rootkit assez innovant, rootkit qui a d'ailleurs été complètement redéveloppé en 2011. Et il parvient à communiquer avec les serveurs de contrôle du pirate par stéganographie. C'est-à-dire que si le serveur de contrôle du pirate n'est plus en ligne, alors il y a un mode de backup qui est employé. Le malware va se connecter à des blogs, il va télécharger les images qui se trouvent sur ces blogs et il va réaliser une opération de déchiffrement de ces images pour essayer de retrouver les informations qui sont cachées dedans par stéganographie. La stéganographie, ça permet de cacher une instruction, par exemple textuelle, dans un support qui n'a rien de textuel, qui est par exemple une image ou une vidéo. Et donc là, on est un petit peu démuni face à ce type de comportement, parce qu'en amont, l'éditeur du blog, il ne peut pas faire grand-chose pour vérifier que son contenu n'est pas un contenu malveillant et que l'image qu'il est en train d'héberger sur son site n'est pas finalement une instruction pour un virus. Donc là, on a véritablement une innovation, on n'avait jamais vu ça avant, et ça commence à devenir très problématique pour bloquer dans le réseau ce comportement. Alors Zeus, vous n'êtes pas sans savoir que ce malware bancaire qui a fait beaucoup parler de lui en 2010 a également fait parler de lui en 2011, malgré le fait que le développement du malware ait été officiellement abandonné par son créateur. À la suite de cette annonce, le code source de Zeus a fuité dans la nature, fuité de manière plus ou moins volontaire de la part de son créateur. Et à la suite de ça, de nombreuses variantes ont été signalées en circulation qui reprenaient le code source de Zeus et qui ajoutaient une innovation, comme par exemple la communication peer-to-peer. Le fait que ce type de cheval de Troie, qui est techniquement très avancé, voit son code complètement fuité dans la nature, c'est un grave problème parce que derrière, vous avez la totalité des outils pour le pirate pour aller créer de nouvelles variantes qui vont passer sous le radar des antivirus pour ajouter une petite variante, une petite fonctionnalité qui fera en sorte que le virus ne sera plus détecté par son comportement ou par sa signature. 2011, c'est également l'arrivée en force des attaques sur les sites bancaires qui sont de type entre guillemets man in the middle, donc où vous avez entre les deux parties prenantes de la transaction un pirate qui a pris le contrôle de la transaction en temps réel et multicanal. Et ça, c'est très inquiétant. En temps réel parce que pendant que le client bancaire va faire sa transaction, vous avez un pirate qui est aujourd'hui outillé pour prendre la main sur la transaction en temps réel et pour réécrire la demande de virement de sorte que ce virement soit au bénéfice d'une mule et non plus du destinataire légitime de la victime. C'est du man in the middle persistant, c'est-à-dire que lorsque le client va regarder son compte bancaire et va voir l'historique des transactions, il va voir le RIB qu'il avait demandé lui-même et non pas le RIB qui a été remplacé par le pirate. Donc c'est persistant dans le temps. Le virus qui a infecté la machine a une mémoire d'état.
Et c'est multicanal parce qu'aujourd'hui, cette attaque-là, elle porte pas simplement sur le PC, elle porte également sur la confirmation qui est envoyée par SMS aux clients de la banque, puisqu'aujourd'hui, on voit des virus bancaires qui sont notamment Zeus et SpyEye, qui possèdent des déclinaisons sur les téléphones mobiles. La variante sur le téléphone mobile va prendre la main sur les SMS qui sont reçus et va réécrire le SMS avec les informations qui sont émises par le criminel. Et tout ceci se fait en temps réel. Donc là, on a un vrai problème, c'est qu'il y a plusieurs familles de malware qui adoptent ce comportement-là et pas encore de mesures satisfaisantes pour pallier à cette problématique. Bon, du bon côté quand même, des bonnes nouvelles, il y a aussi des innovations dans la lutte contre les botnets, avec 2 décapitations cette année qui ont fait pas mal parler d'elles également. 2 décapitations complètement différentes. La première, c'est CoreFlood, qui est un botnet qui a été fermé par le FBI en début d'année. Alors, CoreFlood, c'est ni plus ni moins que l'un des plus anciens botnets au monde, puisque la première propagation de la souche virale à l'origine de ce botnet remonte quand même à 2002. C'est un botnet qui a infecté des millions de machines, qui allait presque fêter ses 10 ans récemment. Manque de bol, il a été fermé. L'innovation également dans cette fermeture, c'est le procédé utilisé par le FBI. Le FBI a pris le contrôle des noms de domaine qui étaient utilisés par le botnet pour communiquer avec le pirate, et le FBI a envoyé une commande stop à toutes les machines qui se connectaient à ces noms de domaine. Problème, CoreFlood n'implémentait pas une fonction stop qui était persistante, c'est-à-dire qu'à chaque reboot de la machine infectée, le malware se réactivait. Donc le FBI devait renvoyer sans cesse des commandes stop à toutes les machines qui redémarraient. Par la suite, quand même, le FBI a communiqué les adresses IP des clients infectés aux ISP nord-américains afin qu'ils préviennent leurs abonnés et qu'ils puissent prendre les contre-mesures nécessaires pour se désinfecter. Alors Kelios, un petit botnet qui c'est un petit peu le contraire de CoreFlood, c'est-à-dire c'est un botnet à la fois récent et de très très faible propagation. Là, on parle seulement de quelques milliers de machines. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce takedown aujourd'hui? Parce que ça ouvre une brèche juridique dans les moyens d'action dont disposent aujourd'hui les éditeurs et les ISP pour faire fermer des botnets. En l'occurrence, la fermeture de Kelios, c'est d'abord la fermeture d'une extension complète qui est la .cz.cc, qui est une extension sur laquelle on pouvait enregistrer gratuitement des noms de domaine sans aucune vérification d'identité et qui était massivement investie par toutes sortes de pirates. Il y avait plus de la moitié des contenus sur cette extension qui étaient des contenus illégaux et notamment la totalité de l'infrastructure de contrôle de Kelios se trouvait sur cette extension. Microsoft a réussi à trouver les arguments pour convaincre un juge que Microsoft d'abord était une victime, ce qui n'était pas forcément évident, et qu'en plus il fallait faire fermer cette extension. Et donc ensuite l'extension est passée dans une zone de turbulence, elle a fermé, elle a essayé de négocier le fait de pouvoir réouvrir en contrôlant les contenus qui étaient hébergés. Toujours est-il que ça crée un précédent dans l'industrie. Aujourd'hui, il y a une brèche qui est ouverte pour faire en sorte que les zones de non-droit sur l'hébergement Internet soient régulées au même titre que les autres zones d'hébergement. Alors, du côté des arrestations, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a quelques arrestations notables qui ont eu lieu en 2011. En octobre dernier, c'était l'opération Swiper qui a été réalisée par les forces de l'ordre américaines. C'est une opération purement américaine où 111 personnes ont été identifiées, donc 86 déjà arrêtées, qui réalisaient de la fraude aux moyens de paiement à l'aide notamment de dispositifs de skimming et qui étaient responsables collectivement sur 16 mois d'un préjudice de 13 millions de dollars américains. Donc des montants très importants et avec une échelle très importante. Alors ce qui est à noter vraiment, c'est l'extrême organisation de ce gang. Quand on regarde l'acte d'accusation du FBI, on se rend compte qu'il y a différentes sous-équipes qui sont chargées de différentes tâches et afin de coordonner vraiment leurs actions. Et il y a vraiment une diversification de ces activités. Ce groupe était notamment responsable de cambriolage et de tentatives de braquage de banque. Ils ont également volé des marchandises dans l'aéroport JFK. Ils ont également tenté d'escroquer des chefs d'entreprise, etc. Donc véritablement un gang qui commence dans la cybercriminalité et qui diversifie ses activités pour aller sur des choses beaucoup plus graves. Et là, ça commence à devenir inquiétant. C'est une opération qui est mentionnée par les forces de l'ordre américaines comme étant la plus grande opération, la plus grande arrestation dans l'histoire de la cybercriminalité aux États-Unis. Et malheureusement, ce record, on est en passe de le casser d'année en année.
En août, 4 arrestations en Ukraine, bon, 4 personnes qui étaient responsables d'un préjudice potentiel de 20 millions de dollars américains. Alors, bonne nouvelle également de ce côté-là. D'une part, l'arrestation est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les autorités ukrainiennes commencent à coopérer timidement, mais ça commence à devenir une tendance, avec les forces de l'ordre occidentales et notamment avec les Américains. Alors, en France, on a un coup de frein sur les plaintes pour fraude à la carte bancaire. Il y a une information qui a été révélée par Ouest France au milieu d'année dernière, qui était que certains commissariats avaient reçu des directives pour inciter les gens à ne plus déposer plainte sur des fraudes à la carte bancaire, mais plutôt déposer la main courante au niveau du commissariat. Bon, c'est un petit peu gênant parce que du coup, ça empêche la prise en compte de plaintes qui ne sont plus répertoriées. Est-ce que, question ouverte, est-ce que ce ne serait pas aussi un aveu d'échec? Beaucoup de cas d'affaires de fraude à la carte bancaire, malheureusement, n'arrivent pas au bout et n'arrivent pas à déboucher sur une arrestation. Alors je terminerai sur cette partie avec un slide sur l'émergence de Bitcoin, qui est une monnaie qu'on peut qualifier de virtuelle. C'est une monnaie qui est, dans son principe, complètement décentralisée et complètement anonyme également. Le principe, en fait, c'est de convertir la puissance de calcul de votre ordinateur ou d'un ordinateur que vous louez en une monnaie. Donc, en fait, vous construisez vous-même vos propres pièces de monnaie virtuelle en faisant tourner la puissance de calcul de votre ordinateur. Bon, par contre, c'est pas à la portée de n'importe quel ordinateur. Il faut faire tourner des ordinateurs très puissants pendant un temps relativement long. Et au final, pour créer un Bitcoin, qui coûte environ 19 $ sur le marché, il faut quasiment autant d'énergie et de temps de puissance que la valeur du Bitcoin lui-même, qui est de 19 $. Donc finalement, c'est pas forcément très rentable. Les transactions sont enregistrées. Il y a une autorité centrale qui enregistre les transactions, sauf qu'elles sont anonymes. Et donc, il n'est pas possible de retrouver qui a échangé quoi avec qui. Alors, quelles sont les menaces? C'est étant une monnaie purement virtuelle, le vol de Bitcoin est très simple puisqu'il suffit de voler une information. Et ça, c'est un cas qui s'est produit en milieu d'année dernière. Il y a eu un cas de vol de Bitcoin où il y a pour l'équivalent d'une valeur de 500 000 $ américains qui a été volé sur un ordinateur. Donc le braquage est très simple. On pénètre l'ordinateur, on duplique l'information liée à ces Bitcoins. Un Bitcoin, c'est ni plus ni moins qu'une valeur. Et ensuite, on efface le Bitcoin de l'ordinateur en question. Donc là, c'est extrêmement simple. Et puis la vente de marchandises illégales, puisque qui dit monnaie virtuelle intraçable dit également outil très intéressant pour les pirates qui voudraient vendre des marchandises illégales. Donc là, on peut voir des sites comme Silk Road, par exemple, qui sont hébergés sur Tor et qui permettent la mise en relation de clients et de fournisseurs de drogue avec, c'est vraiment l'Amazon de la drogue, quasiment, avec les commentaires associés à chaque vendeur et un paiement exclusivement en Bitcoin.